Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonjour Esther. D'abord, sur ce défi que vous avez vous-même lancé plus tôt cette semaine à cette COP 27, vous avez donc mis au défi les autres pays de mettre en place une taxe sur le carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand on sait que le Canada est le deuxième plus grand pollueur du G20 par habitant, quatrième plus grand producteur de pétrole au monde, on sait aussi que le Canada n'a pas atteint aucune de ses cibles climatiques. Je vous demanderai d'abord, est-ce que le Canada peut se permettre de lancer comme ça un défi aux autres pays en matière de lutte au changement climatique? D'abord, je tiens à préciser que on ne fait pas la promotion de la taxe carbone, mais bien de la tarification carbone, et que ce défi-là a été lancé l'an passé à la conférence de Glasgow par le premier ministre. L'idée, c'est pas pour nous de faire la leçon, mais c'est de travailler. C'est un défi plus sympathique que compétitif avec les pays. C'est-à-dire, travaillons ensemble pour utiliser ce qui est considéré par l'ensemble des experts comme l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Et présentement, notre système de tarification carbone est salué par tout le monde et sa mère. Je pense au Fonds monétaire international qui dit que si tout le monde, tous les plus grands émetteurs, le G20 par exemple, faisaient ce qu'on fait en matière de tarification du carbone, on serait aux 2/3 d'atteindre les objectifs de Paris. Une seule mesure. Alors, et présentement, il y a 20% des pays du monde qui ont un système de tarification sur la pollution. Du moins, c'était le cas l'an passé. Depuis qu'on a lancé le défi, depuis que le premier ministre a lancé ce défi-là, ben là, cette année, lors de l'événement, on a appris par la Banque mondiale que nous sommes rendus à 25%. Donc, en une année, on a fait un bond en termes des pays qui ont mis ce genre de mécanisme-là en place. Et sur le panel où on tenait cet événement-là, il y avait une représentante du Chili. La Grande-Bretagne a dit, ben nous, on a déjà un système, mais on va se joindre au défi du Canada parce qu'on veut améliorer notre système, puis on veut travailler avec vous et d'autres pour qu'il y ait plus de pays qui fassent ça. Alors, l'objectif, c'est pas de... Moi, je pense pas que le Canada peut faire la morale à qui que ce soit. Et c'est pas ça pourquoi je suis ici. Je suis ici pour travailler en collaboration avec d'autres. Alors, on a des choses à apprendre les uns des autres. On peut se mettre au défi les uns des autres pour faire mieux. Et c'est exactement l'esprit de cette proposition-là. Sur le fait que le premier ministre Trudeau ne se soit pas rendu en Égypte pour assister à cette COP 27, contrairement à d'autres leaders internationaux, comme par exemple Joe Biden, Emmanuel Macron également, qui y ont assisté la semaine dernière. Bon, l'absence de M. Trudeau a fait parler beaucoup ici. Est-ce qu'on vous en a parlé beaucoup en Égypte? Est-ce que vous avez dû vous expliquer là-dessus? Honnêtement, Esther, personne ne m'en a parlé ici. C'est peut-être parce que c'est ma 20e conférence, que les gens me connaissent, me reconnaissent. Ça fait longtemps que je participe au processus de négociation. Et je pense que les gens voient que le Canada est engagé dans la lutte au changement climatique. M. Trudeau n'était pas le seul chef d'État qui n'était pas là. M. Biden est venu, et ça a été très remarqué, mais il est venu pour 6 heures. La plupart des chefs d'État qui sont venus pour une journée. Et le fait, par exemple, que le Canada décide, à la demande des Nations unies, d'accueillir la prochaine conférence des Nations unies sur la diversité biologique, la COP 15, qui aura lieu dans quelques semaines à Montréal, à 4 mois d'avis. Vous savez, Esther, pour organiser une conférence comme celle en Égypte, les Égyptiens travaillent là-dessus depuis 2 ans. La Grande-Bretagne a travaillé pendant 2 ans pour l'organisation de la COP 26 à Glasgow l'an passé. Nous, l'ONU nous a dit, écoutez, on est mal pris le Canada, ça devait se faire en Chine en 2020, cette conférence-là, ça a été reporté à cause de la COVID. En 2021, ça a été reporté, c'est reporté en 2022, il faut qu'on tienne ça. Vous avez 4 mois pour le faire, on a accepté. Et les gens viennent me voir en me disant, c'est une belle preuve de leadership et de collaboration internationale de la part du Canada, ça. Oui. Et là, évidemment, vous parlez de la COP 15 sur la biodiversité qui va se tenir la semaine prochaine Exact. À Montréal, c'est ça? Parlons... Dans 3 semaines. Oui. C'est ça, au mois de décembre à Montréal, c'est bien ça. Exact. Bon, ouais. Revenons sur les travaux de la COP 26 comme tel. Le temps file, la réunion se termine vendredi. Il semble qu'il y a encore beaucoup de points en litige, notamment sur l'aide aux pays plus pauvres qui souffrent des changements climatiques. Est-ce que vous êtes confiant, vous, que la COP 27 va déboucher sur des résultats concrets? Il faut comprendre que c'est pas une conférence comme celle de Paris, par exemple, où on doit adopter des nouveaux objectifs collectifs, ou même Glasgow l'an passé. C'est une conférence qui mise beaucoup, qui met beaucoup l'accent sur la mise en œuvre. Qu'est-ce que les différents pays font dans le monde pour mettre en œuvre les engagements qu'ils ont pris?
Alors, au Canada, on travaille pour réduire les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz, qui est un gaz à effet de serre très puissant. La loi zéro émission pour que 100% des véhicules vendus au Canada en 2035 soient des véhicules zéro émission. On est en train de décarboner le secteur de l'électricité pour qu'on ait un réseau électrique carboneutre en 2035. Donc, nous mettons en place des mesures et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale en matière de mise en œuvre, mais il y a aussi des enjeux plus internationaux, comme celui des pertes et dommages dont les négociations ont cours. Là, j'étais dans une réunion avec d'autres ministres pendant 2 heures aujourd'hui, un peu plus tôt, spécifiquement là-dessus. Ce sera un enjeu très important de la conférence. J'ai bon espoir qu'on puisse trouver un terrain d'entente d'ici. En théorie, ça se termine vendredi. Je serais très, très, très surpris si ça se terminait vendredi. Ça risque d'aller à samedi, probablement. Ah bon. On sait que ici au Canada, vous avez beaucoup de pression pour faire des annonces concernant le secteur gazier et pétrolier. Est-ce que vous pourriez profiter justement de cette rencontre pour annoncer quelque chose de concret à cet égard? Donc, il y a plusieurs choses qu'on fait par rapport au secteur du pétrole et du gaz. D'abord, le prix sur la pollution. J'en ai déjà parlé. Et on est à 50 $ la tonne en 2022. À partir de 2023, ça va augmenter de 15 $ par année. Donc, en 2030, le Canada aura le 2e ou 3e système de tarification du carbone le plus ambitieux au monde. Je pense que les Suédois et les Finlandais qui seront en avance sur nous. Donc, les pétrolières doivent déjà se conformer à ça. Nous avons déjà un règlement pour réduire les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz qui est adopté, qui est en place pour réduire ces émissions-là d'au moins 40% d'ici 2025. Et il faut se rappeler que chaque fois qu'on réduit 1 tonne de méthane dans l'atmosphère, c'est comme si on réduisait 28-30 tonnes de CO2 parce que le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant. Donc, il y a des effets bénéfiques très importants à s'attaquer au méthane. Et nous avons publié un document de discussion pour mettre en place un règlement, donc à travers la loi canadienne sur la protection de l'environnement, pour limiter, pour plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz et les réduire jusqu'à atteindre net zéro en 2050. Ouais. Ça m'amène à vous parler quand même de la déclaration de la ministre des Finances, Mme Freeland, qui a dit lors d'un voyage à Washington il y a quelques semaines que le Canada devait accélérer la réalisation de projets énergétiques dont nos alliés ont besoin, notamment pour se chauffer. Comment vous réconciliez cette vision avec celle de réduction des émissions de gaz à effet de serre? C'est pas incompatible du tout, puisque les projets énergétiques qu'on veut développer sont des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, quand le chancelier allemand est venu au Canada, l'entente que nous avons signée avec l'Allemagne, c'est pour fournir à l'Allemagne de l'hydrogène produite à partir d'éoliennes en mer au large de Terre-Neuve. Alors, écoutez, en termes d'énergie verte, là, on peut difficilement faire mieux que ça. Alors, ce sont ce genre de projets-là que nous voulons développer. Et oui, on veut les développer dans les meilleurs délais possibles, tout en respectant la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, les consultations avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones. On ne veut pas tourner les coins ronds, mais je pense qu'on peut être efficace tout en respectant des procédures qui sont très transparentes et très importante pour nous. En terminant, Monsieur le ministre, vous avez assisté à plusieurs de ces rencontres internationales sur l'environnement. Vous avez dit tout à l'heure, c'est ma 20e. Alors que vous étiez militant, vous êtes maintenant le ministre de l'Environnement du pays. Comment le Canada est vu et perçu, je vous demanderais, dans ce genre de rencontres? Est-ce qu'il y a une évolution de la perception du Canada à ces COP? Oui, je pense que oui. Ce que vous avez dit en début d'entrevue est tout à fait vrai. Nous sommes un grand émetteur de gaz à effet de serre. Nous sommes le 4e plus grand producteur de pétrole et gaz au monde. Et ça, ce sont des faits. Alors, on peut ne pas les aimer, mais c'est la réalité. Je pense que ce que les gens apprécient de la position du Canada au cours des dernières années, c'est que les gens voient que nous travaillons très fort à changer les choses, à réduire notre impact environnemental au Canada et à l'échelle internationale, et que nous voulons travailler en collaboration avec nos partenaires du Nord et du Sud pour faire avancer la lutte au changement climatique. Alors, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas tout bon, il reste beaucoup de travail à faire au Canada, mais je pense que les gens apprécient cet esprit-là de collaboration que nous démontrons ici aux Nations unies. Steven Guilbeault, ministre canadien de l'Environnement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Austin.